Professeur Emmanuel Nabon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de nous expliquer un peu l'embroglio politique dans lequel on se trouve. Politique, à la fois politique et on pourrait dire également judiciaire et même sécuritaire. Tout est imbriqué dans la situation actuelle. Tout d'abord, un constat, Benny Gantz n'a pas réussi à former un gouvernement. Est-ce que vous pensez que pour un homme comme lui qui vient de se lancer dans la vie politique israélienne, eh bien, il s'agit, on va dire, d'un échec? Un échec qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir politique? Cet échec, je vous rappelle, il le partage avec Benjamin Netanyahou, qui lui est en politique depuis plus de 30 ans et qui a échoué à 2 reprises ces 6 derniers mois à former un gouvernement. Et cela n'a pas mis fin pour l'instant à sa carrière politique. Je pense que Benny Gantz s'est lancé dans la vie politique il y a maintenant 1 an, que d'une certaine manière, le parti bleu et blanc à la tête duquel il se trouve a quand même une réussite électorale assez impressionnante au mois de septembre, mais tout simplement la gauche n'a pas de majorité et un gouvernement d'union n'a pas pu se faire, entre autres à cause des problèmes de bloc, de ce fameux bloc sur lequel Netanyahou a refusé de se défaire, et surtout parce que la Yair Lapid également a refusé tout compromis avec un gouvernement d'union dans lequel Netanyahou serait lui-même Premier ministre. Alors, selon votre appréciation, qui est responsable de la crise dans laquelle on se trouve? Est-ce que c'est l'acharnement de Benjamin Netanyahou à vouloir conserver ce bloc, on va dire l'inexpérience politique de Benny Gantz, Yair Lapid qui a apparemment drivé ces dernières semaines Benny Gantz en lui demandant de mener une politique très ferme face à Netanyahou, Avigdor Lieberman qui joue ce complet dans le rôle d'arbitre? Qui, à votre avis, est responsable de ce qui se passe actuellement? Les responsabilités sont partagées. On ne peut pas faire reporter la faute sur uniquement une personne. Je pense que les responsabilités sont partagées quasiment de façon égale entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz et Yair Lapid, dans la mesure où le bloc, ce fameux bloc de Benjamin Netanyahou, a bloqué justement la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le parti bleu et blanc. Et le refus de Yair Lapid d'avoir un gouvernement avec Benjamin Netanyahou à sa tête pendant 1 an ou 2, cela aussi a bloqué. Donc les responsabilités sont partagées. Alors, désormais, on est dans une situation, on va dire, sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Et je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur cette situation, mais on a beaucoup de mal à comprendre ce qui va se passer au cours des 3 prochaines semaines, ces fameuses 3 semaines au cours desquelles, eh bien, apparemment, n'importe quel député israélien peut prétendre devenir Premier ministre. Ça paraît un peu stupéfiant, mais expliquez-nous comment cela risque de se passer au cours des prochains jours. Alors d'abord, c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'on se retrouve dans ce cas de figure où, comme le prévoit la loi fondamentale sur le gouvernement, l'article 10, si aucun des candidats désignés par le président ne parvient à former une coalition, eh bien, la loi donne une 3e chance à la Knesset elle-même, mais cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire du pays, donc c'est véritablement la première fois, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le conseiller juridique de la Knesset, Eyal Enon, a dû justement publier tout un document d'explication pour préciser dans quelles conditions cela doit se faire, puisque cela ne s'est jamais fait dans l'histoire du pays. Donc hier, il y a eu la publication de ce document très détaillé qui explique en détail comment les choses doivent se faire, et entre autres, ce qui est assez cocasse, c'est que d'après l'avis du conseiller juridique de la Knesset, les membres de la Knesset peuvent recommander plus qu'un candidat. Oui. Alors on va dire, la Knesset va se transformer en jeu de piste où chaque député va essayer de recueillir 61 signatures de ses collègues. N'importe lequel des députés peut essayer de jouer à ce jeu-là. C'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde? Exactement, c'est ouvert à tout le monde. C'est n'importe quel député des 120 députés de la Knesset. Ça n'a pas besoin d'être forcément un chef de parti ou d'un grand parti. Cela, d'après la loi, d'après le texte de la loi, tout député peut être désigné comme Premier ministre potentiel. Alors évidemment, ensuite, encore faut-il qu'il ait une majorité, et on voit difficilement comment un député lambda
nouvellement élu, qui serait numéro 10, 15 ou 20 sur une liste, pourrait avoir le soutien de son parti, mais théoriquement, c'est possible. Alors, est-ce que vous pensez, à votre avis, à votre appréciation, est-ce que vous pensez que ces 3 semaines risquent de marquer le début peut-être d'une brèche au sein du bloc de Binyamin Netanyahou, de ses 55 députés, et peut-être même au sein même du Likoud, avec des députés qui pourraient être tentés de se dissocier en fait, de ce bloc de crainte justement de la proximité d'élections anticipées? Il faut distinguer entre le bloc et le Likoud. Oui. Il n'y aura pas de scission au sein du Likoud. Pas de scission au sein du Likoud. Non, parce que tout député du Likoud qui ferait scission pour se joindre à un gouvernement d'union se suicidera politiquement. Alors à court terme, peut-être qu'il obtiendrait un poste de ministre dans un gouvernement d'union, mais à long terme, ce sera la fin de sa carrière politique. Donc on n'aura pas de scission au sein du Likoud, puisque ce serait suicidaire pour les membres du Likoud. En revanche, au sein de ce fameux bloc, ce bloc, il faut bien comprendre, est un bloc complètement artificiel. On dit ce sont des partenaires naturels, mais pas du tout. Le parti Chasse, je veux dire, le Likoud est un parti libéral de droite, laïque, et le parti Chasse est un parti socialiste qui a soutenu les accords d'Oslo. Donc ce sont des accords de circonstance, ce n'est pas un bloc naturel. Et le parti Yahadut HaTorah se radicalise de plus en plus sous l'influence de la branche de Jérusalem. Et donc, par conséquent, ce n'est pas un bloc naturel. Et il est temps que ce bloc se défasse pour qu'on puisse avoir plus d'options coalitionnelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce bloc, justement, a été un des blocages pour la formation d'un gouvernement. Vous pensez que les conclusions du conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, qui sont attendues dans les tout prochains jours, que ce soit sur le dossier 1000 ou sur le dossier 4000, auront un impact sur ce qui va se passer sur le plan politique? Je pense que oui, parce que n'oubliez pas que jusqu'à présent, l'une des raisons pour lesquelles il y avait une difficulté à former une coalition avec Netanyahou, c'était justement la possibilité que Netanyahou soit mis en examen. C'est la raison pour laquelle le parti bleu et blanc ne voulait pas d'une coalition avec lui. Dès l'instant où les choses seront clarifiées, eh bien de deux choses l'une. Soit le conseiller, soit le procureur général décide de ne pas mettre Netanyahou en examen, et dans ce cas-là, le parti bleu et blanc perd tout prétexte pour ne pas former un gouvernement avec lui. Soit il est mis en examen, et alors dans ce cas-là, on voit difficilement comment à la Knesset, 61 députés le soutiendront pour former un gouvernement, bien que d'après la loi, un Premier ministre mis en examen n'a pas besoin de démissionner. Mais la loi ne parle pas d'un Premier ministre potentiel mis en examen. Et on voit difficilement comment 61 députés à la Knesset pourraient soutenir Netanyahou au poste de Premier ministre après une mise en examen. Mais comme je l'ai dit, si au contraire le procureur général décide de fermer tous les dossiers, alors cela retirera tout obstacle à la formation d'un gouvernement d'union nationale, en tout cas du point de vue de l'obstacle qui avait été mis jusqu'à présent par le parti bleu et blanc. Alors, peut-être que la question à cette réponse de savoir si Binyamin Netanyahou peut-être former un gouvernement, peut-être est-ce que l'impact, alors cette fois sécuritaire, face à la situation que l'on voit se développer au nord d'Israël avec les raids aériens israéliens contre des positions iraniennes et syriennes, des menaces iraniennes qui sont de plus en plus précises, est-ce que vous pensez que une dégradation sécuritaire dans le nord du pays pourrait finalement forcer toutes les formations politiques à se regrouper autour d'un gouvernement d'union qui serait dirigé par Binyamin Netanyahou tout de même, malgré tout, envers et contre tout? D'abord, comme vous l'avez rappelé, la situation sécuritaire en particulier dans le Nord est là pour nous rappeler l'aberration de cette situation dans laquelle nous n'avons toujours pas de gouvernement et où nous nous dirigeons, semble-t-il, vers une troisième élection en moins d'un an. Israël ne peut pas se permettre ce genre d'instabilité politique, entre autres à cause des défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Maintenant, ces défis sécuritaires, ils existaient également ces 2-3 derniers mois, et en dépit de cela, eh bien, les partis en question n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour former une coalition. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait une conflagration au nord pour peut-être faire changer la position des partis politiques. Mais au bout du compte, même si nous nous dirigeons vers une troisième élection, il y a un gouvernement sortant qui peut prendre des décisions
dans le domaine sécuritaire et qui peut gérer la situation sécuritaire au nord. Alors, je voudrais, pour terminer, vous demander de prendre un petit peu de recul, vous qui êtes observateur depuis de nombreuses années de la réalité politique israélienne. C'est-à-dire, cette situation sans précédent, c'est tout de même, n'est-ce pas, un constat, on va dire un constat d'échec, pas seulement pour ceux qui n'ont pas réussi à former un gouvernement, mais on peut dire pour l'ensemble de la classe politique. Et est-ce que c'est, à votre avis, le reflet d'une situation, on va dire, d'une situation problématique dans la réalité israélienne d'aujourd'hui? Comment vous analysez cette situation rocambolesque? Il faut bien comprendre d'abord que cette crise politique, elle n'est pas due au système électoral israélien, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est la première fois que nous sommes dans cette situation. Ce n'est pas parce que nous avons un régime parlementaire et un vote à la proportionnelle. C'est tout simplement à cause des circonstances qui sont que Netanyahou est au pouvoir depuis maintenant 13 ans, qu'il s'est fait de nombreux ennemis dans son propre camp à droite. C'est la raison pour laquelle, en réalité, il y a une majorité de droite. Mais je vous arrête, vous dites qu'il s'est fait de nombreux ennemis, mais ces ennemis, on a l'impression que malgré tout, comme vous l'avez dit, ils n'osent pas se dresser contre lui. Comment vous expliquez ce paradoxe? La preuve, c'est qu'Avigdor Lieberman s'est dressé contre lui, il a empêché de former un gouvernement à 2 reprises. Oui. Et la preuve, c'est que près du tiers du parti bleu et blanc sont des anciens du Likoud. Donc je ne parle pas au sein du Likoud, je parle de gens de droite dans d'autres partis qui eux-mêmes étaient dans le passé dans le Likoud, comme Lieberman, Moshe Yaalon, etc., et qui aujourd'hui refusent de travailler avec Netanyahou. Donc tout ça pour dire que le problème ici est personnel. Il est personnel autour de la personnalité de Netanyahou. C'est un phénomène d'usure du pouvoir, comme je l'ai dit. Des dernières élections, une majorité de droite a émergé, mais pas une majorité pour Netanyahou, comme je l'ai dit, parce qu'il s'est fait trop d'ennemis à droite. Donc c'est un problème de personnalité, c'est un problème personnel lié à Netanyahou, ce n'est pas un problème lié au système politique israélien. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir aidé à décrypter en fait cette situation politique extrêmement complexe et donc même sans précédent dans l'histoire politique de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, il est 8h25 ce matin sur Studio 23 minutes pardon, sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause avant de vous présenter la revue de la presse et des médias.